sais pas si je vais vous faire rêver, mais moi je vais essayer de vous parler de DataVis. Je m'appelle Yann Holt, et je vais vous parler d'un projet que j'ai fait avec un ami à moi qui s'appelle Connor Healy, qui est designer, qui s'appelle From Data to Viz. Alors, quelques mots sur qui je suis. Je me considère comme étant un data analyst. Donc mon boulot, c'est de prendre des données, de les comprendre et de les représenter. Et la partie qui me plaît le plus dans mon boulot, c'est la partie visualisation. Donc du coup, j'ai développé pas mal de compétences là-dessus et quelques outils de DataVis comme Data to Viz dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. Donc en gros, moi dans mon boulot, ce qui m'arrive très régulièrement, c'est d'avoir des gens qui viennent à mon bureau et qui me disent voilà, j'ai telle donnée, elle ressemble à ça, qu'est-ce que je fais? Et donc du coup, pendant plusieurs années, voilà, je me suis retrouvé dans ce genre de situation et j'ai essayé de conseiller les gens en leur disant tu devrais peut-être faire ce type de graphique c'est une mauvaise idée, ou voilà, j'essaie de les conseiller, de les aiguiller un petit peu dans quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises pratiques, quelles sont les bonnes idées. Et je me suis aperçu petit à petit que je racontais souvent les mêmes choses aux gens, et comme je savais un peu fabriquer des sites web, je me suis dit que j'allais faire un site web pour synthétiser un peu toute cette information. Donc les gens, soit ils viennent avec des données en me demandant ce qu'ils peuvent faire avec, ou alors des fois, ils viennent avec un graphique déjà tout fait, et ils me disent c'est pas mal, non qu'est-ce que t'en penses Ils sont contents. Et du coup, moi je les aide à faire un petit peu mieux. Donc là, en l'occurrence, il y a pas mal de choses à faire, on va le voir un petit peu plus tard. Ça vient d'un super site web qui s'appelle Storytelling with Data, que je vous conseille vivement de visiter, un de ces jours qui est vraiment pas mal. Ok, donc du coup en fait l'idée de cette présentation, c'est de vous décrire un petit peu le pipeline que j'utilise pour choisir une bonne visualisation de données, pour représenter les données de manière efficace. Et c'est lié avec le site que j'ai fait qui s'appelle datatoviz.com, qui représente en fait ce pipeline. Donc moi je fonctionne en 4 étapes. La première chose que je fais, c'est essayer de comprendre quels sont tous les graphiques que je peux faire à partir d'un jeu de données, quelles sont toutes les possibilités. Une fois que je vois quelles sont toutes les possibilités, je passe sur quelle possibilité je devrais choisir. Quel est le graphique qui est le plus approprié pour répondre à la question que je me pose, pour traiter le type de données que j'ai. La troisième question, c'est quelles sont les erreurs qui arrivent très souvent en DataVis que je devrais éviter. Et la dernière question que je me pose, c'est ok, maintenant je sais exactement ce que je vais dessiner, quels outils j'utilise pour le dessiner, comment est-ce que je m'y prends concrètement pour le coder, pour trouver un outil qui permet de le réaliser. Donc ça va être les 4 grandes parties du talk que je vais vous faire ce soir. Et c'est aussi les 4 grandes parties de datatoviz.com, donc à chaque fois je vais réfléchir sur le site web pour vous montrer comment le site fonctionne. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'on peut faire. Donc l'idée est assez simple, j'ai quelqu'un qui vient me voir avec un jeu de données, qui parfois est très simple, comme celui-là, et je me demande quel type de graphique je peux faire à partir de ce jeu de données. Donc là on a un jeu de données qui est plutôt simple, on a une colonne catégorique et une colonne numérique. Donc en fait, catégorique c'est des pays, et la value là en fait c'est un index qui représente la quantité d'armes vendues par pays du monde. Donc ce que je propose, c'est que vous preniez 20 secondes dans votre tête pour réfléchir un petit peu au type de graphique que vous feriez avec ce genre de jeu de données, qui est vraiment très, très simpliste. Ah ouais, quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je pense que c'est plus sympa d'avoir une discussion pendant le talk, pas forcément avoir plein de questions tout à la fin. Donc l'idée c'est d'échanger, n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas, vous avez des propositions, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que vous feriez quoi? Un bar chart, pour commencer. Ok. Ou un road chart, peut-être. Un camembert. Tu veux un camembert? Un camembert, un bar chart. Une carte. Pardon? Une carte. Une carte. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, on n'avait pas pensé. D'autres idées? Donc on en a 3. Un trimap, ouais, cool. Donc là déjà, je sais pas si tout le monde... Donc là, en fait, c'est une question qui doit être assez simple pour vous, parce que vous êtes intéressé par la DataVis. Mais quand on la pose à des gens dans la rue, quand on la pose à juste des chercheurs qui sont pas forcément intéressés dans la DataVis, on se rend compte qu'on n'a pas énormément de réponses. Et encore là, je pense qu'on n'a pas fait toutes les réponses. Donc en gros, on peut commencer par un bar chart. C'est le plus classique, le plus efficace. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexiste, parce qu'il a attiré le regard des gens, mais en général, ça fait quand même vraiment très bien le taf. Et quand on fait un bar chart, on peut toujours faire un lollipop. Donc en gros c'est la même chose, sauf qu'on remplace les barres par des points. Et parfois ça peut être pas mal, si vous avez plein de longues barres les unes à côté des autres, des fois ça fait un effet d'optique un peu bizarre. Il vaut mieux dans ce cas-là faire un lollipop, ça évite d'avoir cet effet d'optique. On reviendra dessus un peu plus tard. Ensuite le bar chart, on peut le faire circulaire. Donc l'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu plus eye-catching, comme disent les Anglais, ça va plus attirer le regard. Par contre c'est un peu moins précis, c'est-à-dire que c'est moins facile de lire exactement et de comparer la taille des barres.
Ensuite, on a le trimap qu'on a cité. Et quand on peut faire un trimap, on peut toujours faire un circular packing. Alors je m'excuse par avance, tous les noms de graphiques, je les dis en anglais, parce que en fait, je les connais pas trop en français. Donc voilà, je pense que ça ira pour tout le monde, mais je préfère le dire. Donc voilà, donc en fait, avec un jeu de données qui est tout simple, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc là, on était sur une catégorique, une numérique, et on avait une seule observation par groupe. Donc en fait, moi l'idée, c'est que régulièrement, j'avais des gens qui venaient avec un jeu de données, et je me suis rendu compte que pour un jeu de données, j'avais toujours le même pipeline. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte d'arbre de décision, où j'ai essayé de prendre tous les types de jeux de données qui peuvent exister, et pour chaque type de jeu de données, dire, avec ce jeu de données, vous pouvez faire tel type de graphique. Donc là, pour ce jeu de données, on pouvait faire environ 8 graphiques. Et parfois, ça devient beaucoup plus compliqué quand on a des jeux de données qui sont plus compliqués, quoi. Donc du coup, si on prend presque la même chose, encore une catégorique, voilà, encore une catégorique et une numérique, mais que cette fois-ci, on a plusieurs observations par groupe. Donc là, pour expliquer un peu ce dataset ce que c'est, sur Reddit, vous connaissez Reddit, le réseau social, il y a quelqu'un qui a dit voilà des mots comme improbable, presque certain, likely. Quelle est la probabilité entre 0 et 100 que vous attribuez à ce mot-là? Donc, par exemple, improbable, on va se dire qu'il y a 33% de chances que ça arrive à peu près. Donc on va poser cette question-là et en fait il y a des millions de gens qui ont répondu. Donc ça permet de voir, pour chaque mot qui est relatif à la probabilité, comment est-ce que les gens les perçoivent. Du coup, vous me suivez, ouais? Non. Ok. Donc en fait, je vais te... Quelle valeur numérique vous attribuez ouais. à improbable par rapport à likely, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, là, donc par exemple, si je te dis absolument sûr, c'est probable entre 0 et 100, voilà, ça va être 99. Donc on va poser cette question à tout le monde. Donc absolument sûr, c'est facile, tout le monde va dire 99. Par contre, il y a des mots qui sont vraiment pas précis. Donc en fait, les gens, ils ont voulu étudier ça et se rendre compte comment les gens comprenaient les mots, est-ce qu'ils les comprenaient tous de la même façon ou pas, quoi. Ok. Donc du coup, même question, peut-être mentalement, essayer de réfléchir, si demain vous avez ce jeu de données sur la table, qu'est-ce que vous feriez comme type de graphique? Là, il ferait un flipchart. C'est quoi? Un camembert. Non. Un nuage de mots. Pardon? Un nuage de mots. Un nuage de mots. Alors là, en fait, on a... Ouais, ça serait sans doute jouable en transformant les données de faire un nuage de mots, mais c'est pas forcément la première chose. Donc là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est comparer des distributions. Hein. On a une distribution pour improbable, on a une distribution pour presque certain, et on veut comparer ces distributions. Donc... Alors, un lollipop, ouais, le problème c'est que tu as plusieurs valeurs pour chaque mot. Donc du coup, le lollipop, il va montrer une seule valeur pour chaque mot. Ce que j'ai pas compris, en fait, c'est que la moyenne sous les valeurs, c'est une gaussienne avec des réponses, c'est ça? Ouais, en fait, là, il faut imaginer que ce tableau, il fait des milliers de lignes, quoi. C'est-à-dire que improbable, il va apparaître plusieurs fois, tu vois. Des milliers de colonnes. Non, des milliers de lignes. Tu vois, presque certain, almost certainly, il apparaît 2 fois, là. Il y a plusieurs observations par groupe. Oui, c'est pas la moyenne, mais c'est pour ça que je Non. C'est pour ça que... Oui, c'est pour ça qu'il y a 2 fois le même mot. Voilà. Moi je fais un jitter, un scatterplot jitter par catégorie. Ok, super, ça c'est bien. Donc un scatterplot jitter, ouais. Pardon? Des box counts. Ouais, super, voilà, un boxplot, très bien. D'autres idées? Ouais, voilà. Des distributions, histogramme par catégorie. Des distributions. Ou un violine pour faire encore plus joli. Un violine. Un JJ Joy. Voilà. Donc, là c'est que pour les ça, cause R. Ah oui, voilà. Donc ça, on appelle ça un ridgeline chart. Ah oui. Donc en fait, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est ça. C'est qu'on prend un jeu de données, quand le jeu de données est très simple, on a plein d'idées, quand le jeu de données se complexifie un petit peu, ça devient de moins en moins évident, et encore là, on reste sur un jeu de données assez simple, quoi. Donc on peut complexifier et ça devient de plus en plus compliqué. Et moi je me suis aperçu que les gens ne connaissaient pas forcément quel type de graphique existait de manière générale et quel type de graphique pouvait être utilisé pour tel type de données. Donc ici on a le boxplot avec les points en jitter, comme tu disais. Là on a un density chart, on a plusieurs groupes. Donc ça va fonctionner si on a quelques groupes, si on en a beaucoup ça va devenir tout brouillon, on va plus réussir à lire. Ça s'appelle un ridgeline chart. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, toutes les densités sont les unes à côté des autres et légèrement superposées. Et ça, c'est ce qu'on appelle une technique qu'on appelle les small multiples, les petits multiples, où on va représenter chaque groupe avec une densité.
Et donc du coup, là, pour parler un peu des résultats, par exemple, about even, tout le monde va dire que c'est à peu près 50. Et par contre, probable, on voit que c'est beaucoup moins précis, et que probable d'une personne à l'autre, ça ne veut pas du tout dire la même chose, les gens ne comprennent pas de la même manière. Donc voilà, donc moi ce que je voulais dire là, c'est que c'est pas forcément évident quel type de graphique on peut faire avec quelle donnée. Et donc je voulais faire un site web qui aide à comprendre cela. Donc, connaître les possibilités, c'est la première étape pour créer un graphique. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours trivial, et voilà, c'est pas forcément facile de savoir à partir d'un jeu de données qu'est-ce qu'on fabrique. Donc, let's build a decision tree. Donc en fait, Data to Viz, la première idée c'est ça, c'est un arbre de décision. Donc en gros, je vais dire, j'ai un tableau de données, et dans ce tableau de données, toutes les variables sont numériques. Vous n'arrivez pas forcément à lire ça dessus, mais... ok, donc je vais dans ce tableau-là, dans cet arbre de décision-là. Ensuite, j'ai un tableau de données avec des variables numériques. Est-ce que je vais avoir une colonne? Est-ce que je vais avoir 2 colonnes? 3 colonnes ou plus? Si j'ai 2 colonnes, est-ce que j'ai une colonne qui va être ordered, qui va être ordonnée ou pas? Et donc si elle est ordonnée, je vais pouvoir faire des choses qui vont me montrer l'évolution. Si c'est pas ordonné, je vais pouvoir faire d'autres types de graphiques, etc. Donc le but, c'est de se laisser guider dans cet arbre de décision pour arriver au type de graphique qu'on peut faire. Donc je vais vous faire la première parenthèse où je vous montre concrètement sur le site web à quoi ça ressemble. Voilà. Alors c'est pas mon ordinateur, donc soyez indulgents si je mets beaucoup de temps. Là, et il faut que tu fasses escape pour sortir de cette présentation, je pense. Ouais, voilà. Comment je fais pour aller... Escape. Escape comme ça? Non, ça sort pas. Non. Ouais. Non, faut sortir du zoom là. Faut sortir du zoom, je crois. Comment tu sors du zoom là? Super. F11. Hein? F11. F11, on ressort du zoom avec Ouais. F11. C'est cool. Je ne connaissais pas. Ah voilà, Il est là. là tu es chez toi, Ouais. là. Et donc maintenant qu'on a compris, c'est F11 pour remettre en Cool. l'écran. Donc Et quand pardon. vous... Super. Juste Ah ouais, trop bien. baisser ce machin qui a rien à foutre là. Donc quand vous arrivez sur Data to Viz, on vous dit bonjour et on vous dit explore. Et on arrive sur l'arbre de décision que je viens de vous décrire. Ici, on a des boutons qui permettent d'aller sur est-ce que mon jeu de données est numérique uniquement, catégorique uniquement, est-ce qu'il y a un petit peu des deux. Et quand on clique dessus, on a l'arbre de décision qui va avec. Je vais rester sur le taux numérique. Donc ensuite, on a une variable, 2 variables, 3 variables, plusieurs variables. Donc disons qu'on en a 2. Est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est pas dans l'ordre? Quand on passe la souris dessus, on a un petit tableau qui montre à quoi le jeu de données ressemble. Donc ça se permet de savoir si c'est exactement le même que celui qu'on est en train d'analyser ou pas. Et ensuite, on voit du coup qu'est-ce qu'on peut faire comme graphique. Donc si on a 2 variables, dont une qui est dans l'ordre, on va pouvoir faire un connected scatterplot, un scatterplot connecté. On va pouvoir faire un area graph ou on va pouvoir faire un line chart. Donc si je clique dessus, j'ai un petit peu plus de détails sur de quoi il s'agit exactement. Donc le nom, une très courte description, on raconte un petit peu ce que c'est, quelles sont les erreurs les plus courantes qui ont lieu sur ce genre de graphique, un lien vers 3 sites web, qui sont 3 autres sites web que j'ai fabriqués, qui permettent d'avoir le code, plein d'exemples de ce genre de graphique en R, en Python et en D3, on va y revenir un petit peu plus tard. Et ensuite, on peut aller voir un peu plus de détails, c'est-à-dire que si on clique dessus, on a le même genre d'informations, mais avec beaucoup plus de détails. Donc, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je prends des exemples de la vie réelle, et je montre comment est-ce qu'on peut appliquer ce genre de graphique avec. Donc là, j'ai une définition qui est assez complète, avec un exemple sur l'évolution du prix du Bitcoin. J'explique à quoi sert ce genre de graphique, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Je montre des variations. Donc, un area chart, souvent c'est utilisé quand dans des small multiples. En gros, ça permet de vraiment un peu tout savoir sur ce genre de graphique, quoi. En tout, il y a quelque chose comme 40 types de graphiques, je crois, qui sont dans le site web. Donc c'est les 40 types les plus rencontrés les plus fréquemment en DataViz, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des liens vers ce que je vous disais tout à l'heure, les erreurs habituelles que les gens font quand ils utilisent ce genre de graphique. Et toujours pareil, le code, les types de graphiques qui sont reliés, qui sont très proches des genres de types de graphiques qu'on peut probablement utiliser à la place pour avoir d'autres idées.
build your own, du lien vers du code pour pouvoir le faire soi-même. Donc en fait c'est assez complet, si vous êtes intéressé par les arrêts à charte, vous allez visiter cette page, vous allez avoir quand même pas mal d'infos et pas mal de liens sur ce genre de graphique. Ah oui, et quelque chose que je montre aussi tant que je suis ici, c'est que si vous êtes des amateurs de R, en fait c'est un site qui est quasiment dans la totalité fabriqué en R. Donc si vous cliquez sur le petit bouton code ici, vous avez du code qui apparaît. Et si vous prenez ce code et que vous le copiez-collez dans R, c'est du code qui est reproductible, donc vous obtenez exactement le même type de graphique. Donc en fait l'idée c'est, j'ai un jeu de données, je le décris dans l'arbre de décision, j'arrive sur tous les graphiques que je peux faire, je clique sur un graphique, je sais tout dessus, et j'ai du code que je peux en 2 minutes mettre dans R pour appliquer à mes données. Voilà. Donc ça c'est la première partie de Data2Viz. Quel type de graphique je peux faire à partir de mes données. Je reviendrai bien en arrière, mais voilà. Et donc vous avez la même chose pour tous les types. Là j'ai pour les cartes par exemple, si vous êtes intéressé par les cartes, il y a un peu moins de... L'arbre de décision est plus simple, mais vous avez quand même les principaux types de cartes qui sont représentés. Salut toi. Voilà, je pense que c'était la première partie de l'exposé et la première partie de Data2Viz. Au passage, ça c'est le poster qu'on a fait créer. Et du coup, si ça vous intéresse, il est en vente pour la modique somme de, je sais plus combien, c'est pas moi qui gère ça, une vingtaine d'euros. Voilà, c'était la petite page de pub du Meetup. Il est grand comme ça, je crois. Il y a des mesures sur le site, j'avoue, j'ai oublié. Voilà, on en a vendu pas mal pour décorer des bureaux, des trucs comme ça. La version pendule aussi Non, et pas la version pendule. Et la version c'est une idée par contre, c'est une idée. La version t-shirt, tu pourras avoir. Il y en a plusieurs, alors faut toute une équipe. C'est toute une équipe. Ah bah là, si tu fais 4 packs de t-shirts, ça j'aimerais tout passer. Donc voilà, c'était la première partie de l'exposé sur les 4. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ouais. Alors moi je suis un néophyte du coup. Pourquoi il y a besoin de donner le code? Parce que si tu donnes la fonction ggplot ou la fonction équivalente. Alors en fait ce qui se passe c'est que si on donne juste la fonction équivalente, il faut trouver comment appeler cette fonction correctement, quelles sont les différentes options proposées par cette fonction, comment est-ce que les données doivent être formatées auparavant pour que la fonction comprenne les données, etc. Donc en fait si on a juste le nom de la fonction, il y a quand même encore pas mal de taf à faire pour obtenir le graphique. Et ensuite, du coup, moi j'ai créé un site qui s'appelle RGraph Gallery pour parler de R, qui donne des dizaines d'exemples de graphiques faits en R. Donc en fait, à partir de la même fonction, on va pouvoir faire plein de graphiques selon comment on agence les données, selon quelle option on utilise, selon avec quelle autre fonction on va pairer cette fonction, etc. Donc en fait, c'est pas si simple que ça, malheureusement. C'est pas juste un nom de fonction et c'est gagné, on a le graphique. Derrière, il y a quand même pas mal de taf et il y a des gens qui passent leur journée à faire des graphiques à partir d'une même fonction. Donc pour chaque graphique, tu as fait le code en R, le code en Python et le code en D3 ? Ouais. Ok. Pas mal. Après, je ferai des démos après des sites sur R et Python. Et des fois il manque des choses, des fois il y a des erreurs, mais l'idée c'est de faire la même chose sur les trois. Et moi j'ai une autre question, c'est par rapport à tes choix de tes 40 graphiques, parce qu'en fait il y en a plus que ça dans la vraie vie. J'ai vu par exemple sur les cartes, tu n'as pas fait par exemple les cartogrammes, qui est quand même un truc qui est assez à la mode. Ah si, j'ai fait les cartogrammes, ouais. Je ne l'ai pas vu dans les maps, je sais pas. Alors, normalement... Pas marqué. Ah bah ça alors bah il y est pas, mais par contre il y est sur RGraph Gallery, sur Python Graph Gallery et sur D3 Graph Gallery. Mais effectivement il est pas dans Data2Viz, je suis surpris moi-même. Est-ce que c'est J'ai du mal à y croire. Tu peux rajouter. Alors oui, c'est une très bonne question. Donc du coup en fait le site est complètement open source, tous les codes sont sur GitHub. Donc en fait j'ai de temps en temps des gens qui me font des pull requests, ça parle à tout le monde pull requests, ouais. Qui du coup me corrigent les pages et me permettent d'avancer. Et ça c'est vraiment top. Donc si demain vous trouvez qu'il y a une erreur, problème d'anglais, si vous pensez qu'il manque un graphique, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux, s'il y a du code qui ne marche pas, vous pouvez sans souci aller sur internet, forker le repo, faire votre correction, me la proposer et je serais plus que ravi de l'accepter. Et c'est vraiment top quand ça fonctionne comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a corrigé la moitié des pages au niveau de l'anglais et c'est top quoi, c'est vraiment super. Ça me permet d'avancer énormément.
Moi j'ai une question sur ton approche. Tu as dit d'abord il y a le type de données, ensuite globalement il y a le type de question que je veux adresser. Je transforme un peu tes mots. Alors ça, on va y venir, ouais. On va y venir, ok. Parce qu'on peut imaginer des approches qui sont d'abord j'ai un type de question. Complètement. Ensuite, je vais chercher les données, ou je structure les données, ou je transforme les données, et du coup l'approche est un peu duale. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, là comme vous pouvez le voir, chaque logo il a une couleur. Donc en fait chaque couleur représente quelque chose. Il y a l'échelle qui est ici mais qui est toute petite, donc ça permet pas trop de comprendre. Mais en gros en bleu c'est tout ce qui va répondre aux questions d'évolution, comment est-ce qu'une variable évolue. En jaune, ça va parler de distribution, comment les variables sont distribuées. Donc par exemple, la densité, l'histogramme, ils vont être en jaune, etc. Donc en fait, c'est complètement vrai ce que tu dis, il y a deux manières de faire. Soit on va prendre tous les graphiques possibles, et ensuite on va voir lequel est le plus approprié. Soit on va se dire, quelle est ma question, quel genre de graphique il faut que je fasse pour répondre à cette question. Donc par exemple, il y a le New York Times qui ont fait un travail un peu dans ce genre-là de classification des types de graphiques. Et eux, ils se sont basés vraiment sur quel type de graphique pour répondre à quelle question. Moi, personnellement, quand j'explore des données, à partir d'une donnée, je vais forcément essayer tous les types de graphiques que je peux faire. Comme ça, je suis sûr que je vais tout comprendre et je suis sûr que je vais être capable de choisir quel est le meilleur type de représentation. Donc après, c'est ma philosophie, c'est ma manière de faire, c'est ce que j'ai voulu représenter. Mais partir de la question, pour moi, ça se tient complètement aussi. Ouais, c'est logique que vous ayez deux approches différentes. Le New York Times se pose d'abord des questions journalistiques et après essaye d'y répondre. Toi, t'es data scientist, t'as d'abord des données. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'il y a dans un cas plus répondre à une question, dans un cas plus explorer les données, en récupérer tout ce qu'on peut. Enfin, c'est pas bête. Et j'ai encore une question. L'ordre des graphiques, le premier en haut, c'est le plus simple. Non, il n'y a pas de règle. C'est une bonne remarque, mais non, il n'y a pas de règle là-dessus. Ouais. C'est aléatoire. Okay. C'est aléatoire, si ce n'est qu'on essaie de respecter un peu les couleurs, faire par bloc de couleurs. C'est l'ordre dans lequel tu les as créés, peut-être juste Non, c'est vraiment comme c'est venu, quoi. Après, il y a peut-être le copain designer qui est passé dessus pour faire un truc un peu uniforme ou quoi, je sais même pas, mais non, mais c'est une bonne remarque, peut-être qu'il faudrait y penser, rajouter cette touche-là. Je sais pas si ça pourrait ajouter quelque chose. D'autres questions? Ok. Donc la deuxième partie, donc là j'ai reçu mon jeu de données, et maintenant je sais quels sont tous les types de données que je peux faire. Et la question d'après, c'est récupérer le bon graphique parmi le set de graphiques que j'ai proposé. Donc, je vais donner la réponse trop tôt. Donc je me demandais, vous, quand vous avez un graphique à réaliser, quels sont les paramètres que vous prenez en compte pour choisir le bon type de représentation de données? Je suis curieux de voir un petit peu vous les... Enfin pour moi, un meetup c'est aussi une discussion, comme ça moi j'apprends aussi de vous. Qu'est-ce que vous utilisez comme algo dans votre tête pour dire je vais faire tel type de graphique ou tel autre type de graphique? Alors moi ça va dépendre en partie de la question qu'on me pose. Ok, super, on est complètement d'accord. Selon la question qui est posée, on va pas du tout faire le même genre de type de graphique pour y répondre. Ça revient un peu à ce dont je parlais tout à l'heure. Si on veut montrer une évolution, ça va être les graphiques bleus. Si on veut montrer une distribution, ça va être les graphiques jaunes. Donc complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est l'élément le plus important même. Pour moi, c'est le premier choix. C'est le premier critère. Qu'est-ce que mon client, si on veut dire, entre guillemets, quel est le besoin de mon client? Ok, ouais. Super. Je pense qu'il y a une question très à l'envers à celle-là, c'est à quoi est habitué le client qui pose la question en termes de graphique. Et souvent, il faut s'imposer de répondre dans la culture du client avant de lui proposer quelque chose de plus science-fiction. Alors, Et je dirais, avant ça, moi je les ferai tous pour bien comprendre les données aussi. Quand tu sais que tu as plusieurs graphiques possibles, une étape encore avant, c'est d'explorer un peu avec différents types et de se dire, il n'y a pas autre chose aussi que j'aurais pas vu. Donc là, on a deux éléments de réponse avec lesquels je suis complètement d'accord. Le premier, c'est la personne qui va lire votre visualisation de données. Si on fait une publicité au bord de la route, ou si on parle à des docteurs qui ont bac plus 9 à une conférence, on va pas forcément faire le même genre de graphique. Si on parle à quelqu'un qui lit un article de journal qui a 30 secondes chrono, ou si on parle à quelqu'un qui lit une publicité scientifique et qui a toute sa journée pour le comprendre, on va pas faire le même genre de graphique. Donc une chose qui est clé pour moi, c'est à qui on va montrer les graphiques finales. Donc ça, c'était pour ce côté-là. Et ensuite, un deuxième élément de réponse plus par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, pour moi, la donnée elle-même va contribuer à choisir le type de graphique. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les caractéristiques qui sont exactement les mêmes,
dans un cas, un jeu de données va fonctionner pour un type de graphique et l'autre jeu de données ne va pas fonctionner. Par exemple, tout à l'heure, on regardait plusieurs densités représentées ensemble. Si les groupes sont très différents les uns des autres, mettre toutes les densités ensemble sur le même graphique, ça va être très clair, on va les voir les unes à côté des autres. Par contre, si toutes les densités sont quasiment les mêmes, elles vont se mettre les unes au-dessus des autres, on ne va plus rien voir, et la visualisation ne va pas fonctionner, donc il faudra penser à utiliser autre chose. Donc en fait, dans tous les cas, même en répondant à toutes les questions de quel type de graphique je dois faire, il faut tous les essayer pour voir si la donnée fonctionne bien avec l'idée qu'on a eue. Il y a la question du support aussi. Je pense que si tu publies dans un journal scientifique, donc en noir et blanc, parce qu'ils sont encore à la préhistoire sur certains, ou sur un site web, tu sais qu'il y a une possibilité d'interaction, donc de passer du général au spécifique, ce genre de choses. Pour moi, le cheminement de la création est complètement d'accord. Et ouvre plus ou moins de possibilités. Complètement d'accord. Et ça ouvre aussi la question du graphique interactif ou du graphique statique. Donc un graphique interactif, c'est un graphique sur... Un graphique interactif, c'est un graphique sur lequel on va pouvoir zoomer, sur lequel on va pouvoir passer la souris sur un point pour avoir plus d'infos, qu'on va pouvoir exporter, avec lequel on va pouvoir jouer. Donc ça va très bien fonctionner si vous avez un site web, par exemple. Et par contre, on va avoir les graphiques, comme tu disais, par exemple, pour une publication scientifique, où là, il ne faut pas d'interactivité, il faut que ça soit fixe. Et du coup, là, il va falloir beaucoup travailler sur des annotations, ce genre de choses, pour que le message puisse être compris assez clairement. Moi, En amont de ça, moi, je mets une séparation entre un graphique pour comprendre les données et un graphique pour communiquer. Ok, super. C'est en haut de l'arbre. Voilà. Alors, moi, je pense aussi, je rajouterais aussi un truc, c'est le côté de rétroaction, si tu veux. Tu peux arriver, tu dis je vais répondre à une question, j'ai un jeu de données, tu dis ah ouais, je réponds pas bien, est-ce que je pourrais pas trouver d'autres données, ah mais si j'ai d'autres données, je vais pouvoir faire un peu autre chose. Donc il y a quand même des boucles un peu comme ça tout le temps qui se font. Pour moi, c'est pas linéaire. Quoi. Non, c'est complètement pas linéaire, je suis complètement d'accord. Voilà. Donc je suis vraiment complètement d'accord avec cette chose-là. Première chose, c'est pas linéaire. On va faire un type de visualisation de données, on va comprendre que ça fonctionne pas pour telle ou telle raison, et du coup on va switcher sur autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à un graphique final qui nous plaît. Et aussi, on ne va pas du tout utiliser les mêmes types de graphiques selon si on est dans une phase exploratoire ou selon si on est dans une phase explicative. Donc typiquement, je suis chercheur, je viens d'avoir un jeu de données, je vais faire des graphiques super compliqués sur lesquels je vais pouvoir passer beaucoup de temps avec des choses écrites en minuscules pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans mes données. Et par contre, je fais une conférence, je montre un graphique, bah là non, il faut que ce soit un graphique, une idée, et qu'en un coup d'œil, les gens qui regardent puissent comprendre ce qui se passe et comprendre quelle est l'histoire principale dans les données. Donc en fait c'est pas mal ce que vous avez dit, c'est exactement ce que j'avais dans ma diapo suivante. Donc, ah ouais, il y a un truc qu'on n'a pas dit effectivement. Donc la question qu'on se pose, est-ce que c'est exploratoire ou explicatif? Qui est-ce qui lit les données elles-mêmes? Est-ce que c'est interactif ou statique? Et il y a quelque chose que j'ai ajouté dont on n'a pas parlé, c'est est-ce que, mais bon c'est relié avec ce qu'on a dit, est-ce que je veux faire quelque chose de très précis, très scientifique, ou est-ce que je veux faire quelque chose qui va attirer le regard? Donc c'est un peu l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec le bar chart circulaire. Un bar chart circulaire, c'est moins précis, ça peut être refusé dans une publication scientifique, on va vous dire c'est dur de lire les barres, etc. Mais par contre, quand vous le montrez à quelqu'un dans la rue, il va se dire tiens, ce jeu de données, je connais pas, ce type de graphique, je connais pas, ça a une jolie forme, il y a plein de couleurs, donc du coup je vais plus le regarder. Et des fois, en fait, c'est quand même super important d'attirer le regard des gens. Sur Twitter, si vous mettez une image avec un bar chart, les gens ils vont continuer à scroller. Si vous mettez quelque chose de plus joli, bah là ils vont s'arrêter, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, ça fait aussi partie du jeu d'essayer d'attirer l'œil de l'utilisateur. Ok, super. Du coup, juste quelques petits exemples pour illustrer. Donc ça, on en a déjà parlé. Selon ce qu'on veut montrer, il y a quelques couleurs différentes dans Data2Viz qui permettent de s'orienter sur le type de graphique qu'il va vous falloir. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un corrélogramme, et du coup en fait c'est pas mal, parce qu'on a 4 variables numériques en ligne et en colonne, et ça permet de regarder la corrélation entre toutes les paires de ces variables numériques, et d'avoir la distribution de chaque variable numérique en diagonale. Tout le monde me suit ou pas? Donc j'ai 4 variables numériques, la largeur des pétales, la longueur des pétales, etc. Et donc ce que je vois ici, c'est la relation entre la longueur des sépales et la largeur des pétales. Et donc je vois qu'il y a une relation plus ou moins linéaire. Et ce que j'ai ici, c'est la corrélation entre la largeur des sépales et la largeur des pétales. Et ainsi de suite. Et en fait, du coup, ça me permet de voir quelle est la relation entre toutes les paires de variables de mon jeu de données. Et au milieu, ici, donc là j'ai la distribution de la largeur des pétales. Et en fait, j'ai 3 groupes dans le jeu de données. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai 3 couleurs. Donc en fait, ce que je voulais illustrer ici, c'est que ça, c'est un type de graphique très puissant que moi j'aime beaucoup.
parce que en tant que data analyst, quand on me donne un jeu de données, c'est une première chose que je vais faire. Ensuite, je me pose devant, je prends 20 minutes s'il faut, je regarde case par case, et je comprends ce qui se passe dans chaque case. Par contre, si vous me montrez ça en conférence, et que vous commencez à parler par-dessus, les gens ils vont être occupés à essayer de comprendre chaque case de ce que c'est, ils vont être complètement perdus, et ils vont pas réussir à retenir le message que vous êtes en train d'essayer de passer. Donc ce que je voulais illustrer ici, c'est que ça va être très puissant dans certains cas, et complètement à éviter dans d'autres. Surtout que sur ce graphique-là, tu as des graphiques qui sont symétriques en X et Y. Ouais, c'est vrai. Un XY est un YX. Voilà. Ouais, exactement. Et donc on a un peu de surcharge visuelle, le même type d'affaire. Ouais. C'est pour ça que souvent. Pédagogiquement, c'est intéressant de voir que quand on fait XY et YX, on n'a pas la même impression visuelle. Ça, c'est très normal. Là, ça se voit très bien au milieu. Et donc souvent en fait ce que font les gens c'est qu'ils gardent une moitié comme ça et dans l'autre moitié ils écrivent juste un chiffre comme le coefficient de corrélation ou ce genre de choses pour simplifier, très juste. Voilà. Donc ensuite à qui on parle? Alors ça c'est un type de graphique que j'aime beaucoup, ça s'appelle Hierarchical Edge Bundling. Je sais même pas s'il y a une traduction en français. Est-ce que vous savez ce que c'est ou... Ouais, chord diagramme. Alors en fait non, c'est pas la même chose qu'un chord diagramme. Oui, parce que c'est pas groupé. Alors, on a du temps. Ouais. Donc en fait, on a des nœuds, des entités, donc par exemple ça va être des noms, et ces noms ils sont organisés hiérarchiquement. Donc, par exemple on a le CEO de la boîte, après on a des chefs d'équipe, et ensuite on a des membres dans l'équipe. Donc ça c'est ce qu'on appelle une hiérarchie. D'accord ? Et ensuite là j'ai tous les employés de la boîte. Et donc tous ces employés là ils sont dans une équipe, donc il faut imaginer qu'il y a une espèce d'arbre qui ramène jusqu'au CEO qui va être en plein milieu. D'accord ? En fait, si vous voulez, on va faire autre chose. Je sais bien quand il y a des parenthèses. J'aurais une question après un peu vache. Ça roule. Un peu vache ? Ok. Christophe, c'est spécialiste. Si je la pose pas, Christophe ici, on la poser. Donc le Hierarchical Edge Bundling, il est dans la partie network de DataTools. Et en fait, du coup, comme c'est un peu compliqué, si je me souviens bien, j'explique ce que c'est. Donc voilà, ça c'est la step 1. Donc la step 1, on montre, ça se sort pas super bien sur le là. On a tous les employés qui sont ici, et on a cet arbre de décision. Donc là, on a un chef d'équipe, là, on a un chef d'équipe, et là, on a le CEO de la boîte. D'accord ? Donc ça fait une première figure, qu'on appelle un circular dendrogram. Et ensuite, on a la step 2, c'est-à-dire qu'on va montrer des relations entre les employés. Donc on va dire par exemple, l'employé 1, il a envoyé un email à l'employé 2. D'accord ? Et donc de base, ce qu'on pourrait faire, c'est représenter cette connexion par un trait. Ce qui se passe, c'est que si on met beaucoup de traits, ça fait quelque chose de très brouillon, et très vite, on n'arrive plus à lire ce qui se passe. Donc il y a des gars qui ont inventé des algorithmes un peu plus intelligents pour représenter le mail entre l'employé 1 et l'employé 2. Plutôt que faire un trait tout droit, on va plus ou moins longer l'arbre. Donc en gros, on va plus ou moins passer par le chef d'équipe et le chef de chef d'équipe. Et donc en fait, ça fait ensuite ce genre de forme un peu flow. Et donc du coup, ça ressemble à ça. Donc en fait, là, toutes ces connexions ici, là, si elles étaient représentées par des traits, on verrait plus rien. Et le fait qu'elles soient bundle en anglais, ça veut dire mise ensemble dans un tuyau, quoi. On arrive à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc pour revenir sur l'idée, donc là en fait, ce qu'on montre, c'est des connexions 1-1. Alors qu'un chord diagramme, on n'a plus d'idée de hiérarchie, c'est plus SEO, etc. C'est juste des gens, les uns autour des autres, et ils vont être connectés. Quand même, par exemple, un très bon exemple de chord diagramme, c'est pour montrer les flux de migration. Donc on a une migration entre la France et l'Allemagne de X personnes, et plus X va être gros, plus le trait va être épais. Alors que là, ici, tous les traits ont la même taille. Excusez-moi, je ne vois pas le chord diagramme. Vous avez un exemple dans... Ouais, pas de souci. Donc le chord diagramme, il devrait pas être bien loin. Donc il est dans Network, et il est là. Et voilà, le chord diagramme, ça ressemble à ça. Donc en fait là on a un pays, bon, en l'occurrence c'est l'Europe, et on voit les flux migratoires, donc de l'Europe vers l'Europe. Ou alors de l'Europe vers l'Afrique, ici, etc. Donc en fait c'est différent parce qu'on n'a pas d'hierarchie, c'est juste des pays les uns aux autres,
et parce qu'on a une valeur pour chaque connexion. C'est pas juste oui, non, mais c'est une connexion qui est plus ou moins forte. Elle est bidirectionnelle. Oui. Alors, en fait, ça dépend des cas. Elle peut être bidirectionnelle ou pas. Ici, elle l'est pas. C'est-à-dire que là, Amérique latine, on voit que le tri va vraiment jusqu'au bout. Et on voit la flèche qui va jusqu'à là où la flèche n'est pas vraiment jusqu'au bout. Donc là, c'est bien de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord. Pourquoi t'as un chiffre 0 à 7 Alors ça, c'est pour représenter en fait justement la valeur. Donc en fait, là, je sais pas quelle est l'unité, mais on a de 0 à 3,5, donc c'est peut-être 3,5 millions de personnes. Ok. Bon, voilà, c'était pas du tout prévu de parler de corde diagramme ce soir, mais donc en fait, c'est pour vous montrer un peu aussi l'avantage des data to viz. Il y a pas mal de types de données de représentation graphique qui sont représentées. Si demain vous en trouvez une, vous savez pas ce que c'est, il y a une explication qui explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Ok. J'avais la question. Ah ouais, la question piège. Elle marche pour les deux. Donc sur le corps diagramme, on voit que les pays sont représentés sans signification autour du cercle, et probablement l'ordre dans lequel tu le représentes change la perception que tu peux avoir des flux. C'est la première remarque qui est valable ici également. Si tu changes l'ordre de tes employés, tu changes ça. Et la deuxième remarque qui est un peu plus générale, et que j'aime beaucoup dans le bundling, c'est qu'en fait, tous tes traits-là sont complètement artificiels. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune signification au fait qu'on passe par un endroit. C'est juste, ça simplifie la visualisation. Il y a quand même une signification parce que ça passe par les nœuds qui relient deux feuilles. Mais ce n'est pas vrai en fait, c'est artificiel. Tu n'as pas un mail qui est passé par le chef de service. Ah ouais, complètement. Ouais. Ah, le mail n'est pas passé par le chef de service. C'est juste une manière. C'est une manière de regrouper l'information en trichant un petit peu. Si on montre tout brut, on ne comprend rien. Si on triche un petit peu et on regroupe des choses qui ne sont absolument pas passées par le même canal, on voit mieux. Je vois ce que tu veux dire, mais j'aime pas le mot tricher parce qu'il y a quand même une logique derrière, il y a quand même des maths derrière, c'est pas purement aléatoire, quoi. Mais il y a la même chose pour ceux qui avaient vu l'intervention de Christophe Hurter, il a fait la même chose sur les flux aux États-Unis, où on voit donc des flux, des trajectoires d'avion entre différents aéroports aux États-Unis. Si vous faites les trajectoires d'avion en direct, il y a des traits partout sur les États-Unis. Et en regroupant les traits qui sont proches, en les canalisant, en faisant une flèche un peu plus épaisse, on voit bien effectivement où sont les gros flux, les petits flux, l'est vers l'ouest, etc. Sauf qu'il n'y a aucune de ces routes-là qui existent vraiment. Elles sont juste regroupées pour synthétiser l'information. Parce qu'on avait remarqué ensemble que ça a passé par les hubs. Alors, ça finit par arriver quand même au bon endroit. Parce qu'il faut que ça arrive au bon endroit. Mais au milieu, ça fait des trajectoires qui n'existent pas vraiment. Alors, le mot tricher n'est peut-être pas le bon. Mais ça retrouve et ça retrouve les hubs, ouais, tout à fait. Donc le mot tricher est peut-être un peu fort, mais c'est une manière de regrouper l'information en la déformant un tout petit peu pour qu'elle soit plus lisible. Ce que je trouve génial, c'est à quel point on voit rien quand on le fait pas, et à quel point on peut comprendre ce qui se passe dans le donné en le faisant. C'est ça que je trouve vraiment fantastique. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a par exemple sur ce genre de graphique un moyen d'avoir un curseur qui te permet toi-même de jouer avec le taux de Donc en fait, ça je l'ai fait en R avec un package qui s'appelle GGRAF. Vous avez le code dans Data to viz, c'est pas de souci. Et il y a un paramètre dans la fonction qui s'appelle tension. Si on met une tension de 0, on a des traits droits. Si on met une tension de 1, on a des traits très courbés, très reliés. Donc en fait, on peut imaginer faire une API Shiny où on va régler ce paramètre et avoir un update du graphique. Voilà. Et tu ne l'as pas en 3D En fait, c'est marrant que vous parlez de ça parce que dans mon boulot, on bosse sur un truc un peu comme ça en 3D. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas encore complètement au vent. En fait, en 3D, ce sera pas. Donc là, en fait, c'est circulaire. On a chaque entité qui est autour d'un cercle. On peut aussi imaginer juste un network, c'est-à-dire que les points vont flotter. On peut mettre ces points en 3D et ensuite faire du bundling. Avec la molette de la souris, tu fais tourner et tu fais Ouais, on est d'accord. Mais en fait, si c'est circulaire comme ça, si on le fait tourner, ça va faire. C'est un disque, donc ça va devenir plat, ça sera pas intéressant. Donc en fait, ce sera plus. Si on le fait en 3D, ce sera plus du circulaire comme ça, mais ça sera les nœuds seront détachés, quoi. Si c'est un globe et tu as un point sur tous les points du globe. Ouais, voilà, un globe, c'est ça, d'accord. Il y a une grosse limitation aussi, c'est sur le nombre d'individus que tu peux mettre autour de ça. Au-delà de 200, ça commence à être compliqué. Ah, complètement. Donc ça limite quand même. Après, si tu as 1000, je sais pas comment tu peux faire, quoi. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jour où tu vas avoir 200 individus, tu vas plus être intéressé dans la relation entre chacun des individus, tu vas plutôt être intéressé dans la relation entre les groupes d'individus. Donc là, en fait, je ne l'ai pas coloré, mais là, on a un groupe, on a une équipe.
l'équipe A, là on a l'équipe B. Si demain j'ai 200 points, je vais plus mettre les noms d'individus, je vais mettre juste un nom pour 10 points pour l'équipe A et on va voir si l'équipe A est connectée par l'équipe B. Et dans tous les cas, avec plus de 200 points, il n'y aura pas de meilleure technique pour représenter l'information. Sauf si tu es interactif et que tu aies des agrégations à chaque niveau de regroupement, que tu éclates ton arbre. Ah, complètement. Ah ouais. Là on passe sur de l'interactivité, donc en fait l'interactivité c'est prendre un type de graphique et le décomposer, jouer avec, le couper en morceaux, faire interagir avec un autre type de graphique, etc. Mais je suis complètement d'accord avec cette remarque. Il y a un autre élément que tu n'as pas mentionné là, c'est que tu utilises aussi de la transparence pour chaque nœud qui permet de voir les densités, pour chaque fil pardon, ouais. Qui permet de voir du coup sur les points, ouais. les liaisons denses. En fait l'idée c'est que chaque connexion est un peu transparente, donc du coup quand il y a beaucoup de connexions qui se superposent, ça devient plus foncé, et donc on voit qu'il y a plus de force à ce moment-là. Bonne remarque. J'ai un petit problème sur le. Normalement, un arc, c'est uniquement transformant c'est un arc simple ou ça peut être un arc plus complexe. Parce que du coup, visuellement, j'ai l'impression qu'il y a des droites qui font une espèce de sinusoïde en plein milieu. Et donc, c'est la composition de plusieurs arcs. Alors en fait, il faut imaginer toujours que derrière, il y a le réseau qui est dessiné. Donc il y a le CEO avec les chefs d'équipe et les chefs d'équipe. Donc en fait, si je veux me connecter entre lui et lui, ben, je vais plus ou moins suivre ce chemin. Donc je suis plus d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça, c'est pas juste un arc, c'est plus compliqué que ça là. Moi, je pensais que c'était attiré, en gros que le sommet de l'arc était attiré par un point de la hiérarchie, c'est pas ça. Non, il est attiré par tous les points de la hiérarchie. Ok, donc moi ce que je voulais juste dire là-dedans, c'est que si on parle de professionnels de la visualisation de données, on peut montrer ce type de graphique parce qu'ils ont une chance de comprendre. Et encore en général, il faut l'introduire pour expliquer comment ça fonctionne. Si on parle à des gens qui n'ont jamais fait de data vis, ça va être très compliqué pour eux de comprendre ce genre de graphique, donc il vaut mieux laisser tomber. Ensuite, l'interactivité. Donc en fait, il y a des études assez intéressantes de nos jours. Si vous lisez un peu le New York Times, où il y a des journaux qui utilisent de plus en plus les graphiques interactifs. Ça va vous permettre de jouer avec, d'explorer, etc. Mais derrière, ils ont fait des études et ils ont montré qu'en fait, il y a très peu de gens qui utilisaient la partie interactive de ces graphiques. C'est-à-dire que les graphiques sont interactifs, mais en fait, les gens ils lisent juste rapidement et ils vont pas forcément jouer avec les graphiques. Donc en fait, quand on utilise l'interactivité, il faut quand même être très vigilant et il faut que le message qu'on veut faire passer puisse passer sans que les gens jouent avec le graphique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est qu'il y a des types de graphiques pour lesquels l'interactivité est intéressante. Par exemple, le scatterplot, c'est intéressant. Quand on fait un scatterplot, bon, si c'est un bubble chart, mais c'est pareil, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un point et de savoir, avoir un peu plus d'informations sur ce point, quoi. Quand on est chercheur, je sais pas, moi souvent je faisais des scatterplots, et il y a un point qui n'est pas comme les autres, j'ai qu'une envie, c'est de cliquer dessus pour savoir quel est ce point, quoi. Et c'est très frustrant quand on peut pas le faire. Donc pour un scatterplot, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Par contre, pour un bar chart, souvent je vois des bar charts interactifs, on va cliquer sur la barre et voir la valeur. Personnellement, je trouve que ça apporte pas grand chose parce qu'en fait, il suffit de regarder l'axe des Y et on voit la valeur. Donc en fait, toujours réfléchir avant de faire de l'interactivité, pas faire de l'interactivité pour de l'interactivité, mais faire de l'interactivité parce que vraiment on gagne quelque chose derrière dans son type de graphique. Et ça, on en a déjà parlé. Sur l'interactivité, Yann, ouais. Je ne veux pas m'oublier, mais ça c'est une interactivité où juste tu gagnes de l'information en gardant la même structure du graphique. Tu as d'autres types d'interactivité où tu modifies le type de graphique. Ah ouais. Où tu vas changer les axes, éclater, ou comme tu disais, aller zoomer, etc. Qui est un autre type d'interactivité. Ouais, là c'est presque des logiciels de database, quoi. Qui est, disons, une façon d'aller modifier le graphique, ou d'aller zoomer, modifier la structure du graphique, qui est une interactivité un peu ouais, là, c'est encore un niveau intrusive, quoi. Mais typiquement sur le graphe précédent, il y a pas mal d'exemples où on va jouer sur le temps, on choisit la période, et du coup l'interactivité montre la notion de dynamique et de changement d'évolution qu'on ne peut pas voir facilement sur des graphes. Ah mais ça je suis entièrement d'accord que l'interactivité c'est essentiel des fois et ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la compréhension des données. Je suis complètement d'accord. Ça c'est le dernier point, voilà, un graphique comme ça c'est plus joli qu'un bar chart habituel. C'est un peu plus compliqué d'avoir l'information, mais bon, ça va attirer plus le regard, des fois ça peut valoir le coup. Voilà. Et après, quelques exemples que j'ai mis dans DataVis. Donc en fait, ah ouais, si c'est ça que je voulais raconter à ce moment-là. Donc en fait, dans Data2Viz, ce que je fais, c'est un peu la deuxième partie de Data2Viz, c'est que pour chaque type de données, donc on a vu que pour chaque type de données, je pouvais avoir un set de graphiques possibles à réaliser. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque jeu de données, j'ai fait ce que j'appelle une story. Donc en gros, j'ai pris un jeu de données qui est tout numérique,
Et si j'ai deux colonnes dont une qui est ordonnée, je vais regarder l'évolution du prix du Bitcoin. Et donc si je clique là-dessus, ben, je vais montrer que voilà, ce qu'on peut faire avec le prix du Bitcoin, c'est faire un line chart ou alors faire un area chart, et que du coup c'est cool de le faire interactif parce qu'on va pouvoir zoomer dessus. Voilà. Donc ça c'est du R, hein. Vous avez toujours le code ici qui permet de le faire en quelques lignes de code seulement. Je trouve ça quand même fantastique dans R de pouvoir faire un graphique aussi interactif en 10 lignes de code. Voilà, donc il y a ce concept de story. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que... D'accord ? Non, c'est bien, R c'est bien. R c'est bien. Si je peux me permettre, il y a moins de lignes dans les galeries. Oh, et puis Python, c'est pareil. Hein. Bon, ne commençons pas le débat. Une seule ligne, c'était mieux aussi. En quoi ? Plotly direct, pas le ggplot, passer et transformer en... Bon non, parce qu'il faut quand même lire les données et les reformater un tout petit peu. Tu peux tout foutre dans une seule ligne et gagner par rapport à c'est ça qu'on Plotly, en une seule ligne, tu feras pas un graphique avec un nom d'axe, avec un nom de graphique, où tu contrôles la couleur de la ligne, où tu contrôles la couleur de l'area. Ouais, il faut il n'y a pas de secret. Bon, en fait, si, après tu peux faire une longue ligne. Tu fais une très longue ligne, mais c'est ce qu'ils font, ils trichent. Mais c'est ça, c'est pour ça, c'était juste pour dire. D'accord. Non, mais c'est parce qu'il y a la conférence R, on va être. Donc tout ça pour dire qu'en fait, pour chaque type de données, je me suis amusé à trouver un jeu de données réel, de la vie réelle, et à l'analyser et montrer quel type de graphique fonctionne dans quel cas, quel type de graphique ne fonctionne jamais, quel genre d'erreur il ne faut pas faire quand on a ce genre de données, etc. Et donc deux exemples que je voulais montrer, c'est dur de lire, hein. En fait là, chaque point c'est un chercheur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ancien chef qui s'appelle Vincent Renvez, j'ai pris toutes ses publications scientifiques, et j'ai regardé quel était le réseau des co-auteurs. Donc parmi tous les gens qui ont publié au moins une fois avec lui, qui avaient déjà publié ensemble. Et en fait c'est pas mal parce qu'on voit un petit peu l'histoire de sa vie en passant d'un labo à l'autre, et on voit quels labos ont collaboré, quels labos n'ont pas collaboré, etc. Donc c'est pour illustrer un peu le fait que j'ai pris des jeux de données de la vie réelle pour montrer que voilà, ce dont je parle c'est pas juste de la théorie, c'est aussi vraiment des choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Alors en fait la couleur ici c'est juste le résultat d'une clusterisation, d'un algorithme de clusterisation. Et en fait ça marche assez bien parce qu'après quand tu regardes les noms tu t'aperçois que les gens sont clusterisés entre équipes de recherche. Il a travaillé dans 3 labos différents. Dans ces labos, il y a des équipes. Donc du coup, on retrouve assez bien qui publie ensemble, qui publie pas ensemble. Ah, parce que tu as aussi les données de ces co-auteurs avec qui eux-mêmes ont publié. C'est pour ça qu'il y a des relations entre les gens de même labo. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, l'ordre est donné aussi par la clusterisation. Ouais, non, en fait, j'ai juste organisé par cluster, et après, c'est l'ordre aléatoire des clusters. Ok. Voilà. Et un autre exemple... Et là, il n'y a pas du bundling. Non, là il n'y a pas de bundling. En fait là il pourrait pas y avoir de bundling parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu pourrais en avoir un... Ouais, il y a pas de hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de bundling. Enfin à ma connaissance en tout cas. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple sur lequel j'ai bien rigolé, c'est pendant un an j'ai récupéré tous les tweets de gens qui parlaient de surf, de kitesurf et de windsurf. C'est des sports que j'aime bien. J'avais parlé de ça à la conférence il y a longtemps. Du coup, j'ai un set avec des centaines de milliers de tweets, et pour chaque tweet, je vois où habite la personne, où est-ce qu'elle se déclare comme étant habitant, et où est-ce qu'elle est localisée au moment où elle tweet. Et donc, du coup, avec ces deux informations, j'arrive à voir où les gens voyagent pour surfer. Et donc, du coup, on voit que les Européens, ils voyagent beaucoup pour surfer, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui va à Bali, on voit qu'il y a beaucoup de Japonais qui surfent aussi, il y a beaucoup de monde qui va sur la côte est australienne, et bon, j'ai rien trouvé de sensationnel, mais ça permet de mettre un petit peu des chiffres sur les tendances qu'on connaît chez les surfeurs. Et donc, une fois de plus, c'est un des jeux de données que j'ai utilisé dans Dataviz pour illustrer ce qu'on appelle les connection maps. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a des spots au Japon, c'est ça ? En fait, ouais, je savais pas qu'il y avait grand monde qui surfait au Japon parce que c'est loin, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui tweet. Après, il y a un biais, c'est-à-dire que les Japonais ils sont très connectés, donc ils tweetent beaucoup. Donc pour pas beaucoup de surfeurs, il y a un moyen qu'ils tweetent beaucoup. Donc, et là, tu peux voir la source et la destination, parce que du coup, peut-être que chez eux, ils surfent pas, mais c'est là où ils vont qu'ils surfent. Alors en fait, la couleur dépend du continent. Donc du coup, là, comme c'est bleu, c'est que c'est des Asiatiques qui sont allés quelque part. Donc là, entre l'Indonésie et le Japon, je peux pas trop savoir. Mais étant donné le pouvoir d'achat en Indonésie et le pouvoir d'achat au Japon, je me doute que c'est les Japonais qui sont en Indonésie. Et par contre, là, un trait bleu qui va chez l'Australie, qui est en rouge, si je ne me trompe pas. Du coup, je suis perdu là. Tu me mets un doute, ça fait 2 ans que j'ai fait ce truc-là. Où tu vas surfer Moi, j'ai surfé là. Bon, c'est qu'ils vont tous là-bas.
Et le spot de Biarritz, on le voit pas bien quand même. Là, on voit bien le Portugal. Et puis là, en fait, il y a tellement de traits chez nous que du coup, c'est compliqué de voir quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai la même version zoomée sur l'Europe pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Et pareil, là, pour le eye-catching, tu as rajouté de la luminosité plus forte sur les points, ou ça s'est fait... Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que la couche de carte, c'est une carte proposée par la NASA. Vous savez, la carte où on voit les habitations vues de l'espace la nuit. Ouais. Donc ça permet de voir un peu où est-ce qu'il y a une forte densité de population. Et du coup, ça fait un effet un peu sympa. Ouais. Ah oui, donc ce qu'on voit en fait, c'est juste les habitations des gens. Ouais. Là, t'as un gros point jaune, ça n'a rien à voir avec les tweets, c'est juste de l'habitation. Donc on a l'impression qu'il y a plein de monde, mais en fait, il n'y a pas grand monde qui est arrivé. Donc en fait, ici par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de monde, c'est l'Asie, et par contre, il n'y a aucun tweet. Parce qu'en Chine, personne ne surfe. Ou pas dans le monde. La plateforme de tweet, c'est pas Twitter en fait. Ah ouais, il y a peut-être de ça aussi. Oui, c'est vrai que Twitter est en Chine, donc c'est peut-être ça aussi. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de Chinois qui surfent non plus, mais c'est très vrai. Voilà, donc bon, ça c'est une parenthèse, hein, c'est juste pour. En fait, moi, Data2V, c'est quelque chose que je fais dans mon temps libre pour rigoler. Et donc, voilà, le but c'est aussi de s'amuser avec les données. Pour avoir un ordre d'idée, tu disais que tu avais passé pas mal de temps pour faire ça. Tu vas partir des trucs, tu as mis combien de temps pour faire ce projet-là ou pour faire Data2Viz? Non, pour faire ce type de graphique. Ce projet-là, là, ça m'a pris quelques jours pour faire l'algo de récupération des tweets. Après, ça m'a pris quelques jours pour traiter les tweets. En fait, ce qui était compliqué, c'était de faire la partie géolocalisation. C'est-à-dire que j'avais une adresse, il fallait que je récupère un GPS. Et des fois, c'était l'inverse. J'avais un GPS, il fallait que je récupère une adresse. Et ça, je me suis pas mal cassé les dents dessus, parce qu'en fait, toutes les API qui permettent de le faire, elles ont des limites dans la quantité de données. Donc, il fallait que j'envoie des trucs sur des clusters de calcul qui tournaient pendant quelques jours, mais qui demandaient pas trop de requêtes non plus, parce que sinon, ça bloquait, etc. Ça, je me suis pas mal cassé la tête dessus. Et après, pour la visualisation, en fait, j'avais déjà un peu préparé le terrain dans la Graph Gallery, etc. Donc ça, c'était pas trop compliqué. Et une dernière remarque DataViz là-dessus, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, c'est que une fois de plus, les connexions entre deux points, elles sont pas représentées par des traits, elles sont représentées par des courbes. Et en fait, ces courbes, elles représentent la ligne la plus courte entre deux points sur la planète. Donc vous savez qu'un avion, quand il va de A à B, il passe pas tout droit comme ça, mais il fait le plus court, parce que c'est un globe. Donc en fait, c'est ce qu'on représente sur la carte aussi, et ça fait plus joli que si on utilisait juste des lignes. Je me demandais si tu avais essayé avec d'autres types de projection cartographique, parce que là, c'est sur l'Europe. Bonne question, ouais. C'est très discutable, je suis entièrement d'accord. Non, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Ouais. Mais on pourrait discuter longuement. C'est du Mercator, là, je suppose. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est du Mercator. Ouais, mais bon. Pour ça, c'est peut-être. Non. Puis là, on n'est pas dans la science, hein, là, pour rigoler. Ok. Donc là, on a fini les deux plus grandes parties. Donc normalement, à la fin, je sais quels sont tous les types de graphiques que je peux faire et quel type de graphique va être le plus approprié. Donc en général, ensuite, je me suis aperçu que je répétais toujours les mêmes choses en termes d'erreurs faites sur les graphiques. Donc vous vous rappelez le tout premier graphique que je vous ai montré, qui était vraiment pas très joli. C'est chose qui arrive souvent, et donc je me suis aperçu qu'une fois de plus, je disais tout le temps les mêmes choses. Donc ce que j'ai fait dans Data2Viz, c'est que j'ai fait une sorte de collection de mauvais graphiques. Donc en fait, en le visitant, on apprend assez vite quelles sont les erreurs classiques, ça te permet de ne pas les refaire. Et la meilleure manière de faire un bon graphique, souvent, c'est de ne pas faire un mauvais graphique. Donc c'est un peu là-dessus que je me suis basé. Donc en fait, là, ce que je propose, j'ai fait quelques exemples, et c'est qu'on discute un peu ensemble d'avoir une idée de ce qui à votre avis va et ce qui à votre avis va pas. Et pourquoi ça va pas. Donc il y a, je sais pas, je crois que j'ai mis une dizaine d'exemples, quelque chose comme ça. Donc on peut discuter. Donc ça c'est assez hardcore. Qu'est-ce qui d'après vous va pas? Belle collection. Tout va pas. Les couleurs vont pas. Je brûle l'ordinateur. Les couleurs vont pas. L'inclinaison de la 3D déforme les trucs. Le pie chart c'était finalement avec plus 3 catégories. Ok, d'autres choses? Bon, la somme fait pas 100%. Ouais, ok, ça c'est pas mal aussi. On est français. Ouais. Ok. Et le 52%. La somme ne fait pas 100%, ça c'est quand même gênant. Ouais, ça fait pas. Ça se pourcentage correspond pas. Ok, bon bah voilà, ça c'était assez facile. Ouais, facile. Donc en fait, vous avez tout dit, hein, c'est top, c'est facile. Quand j'ai fait les étudiants, ils ont compris aussi, mais ça a pris un peu plus de temps forcément. Et maintenant, il y a toujours un gros débat sur le pie chart, donc je pense que vous en avez tous déjà un petit peu entendu parler. Si, il y a toujours un gros débat. Vous assurez que dans les commentaires de la page, j'ai toujours des gens qui me disent si, c'est génial les pie charts. Donc ce que je voulais un petit peu, c'est illustrer pourquoi est-ce que le pie chart ça va pas,
Et un exemple que j'aime bien pour le démontrer, donc j'imagine que vous savez tous, mais tant pis, je vous montre quand même. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je demande aux gens quelle est la différence entre ces 3 pie charts, quel est le pattern dans les données qu'on peut repérer à l'aide de ces 3 pie charts. Voilà, c'est assez dur de repérer, on est d'accord. Bon, vous connaissez déjà la réponse, mais je voulais quand même le montrer parce que j'aime bien cet exemple, où on voit quand même très clairement qu'avec un bar chart, on comprend très bien ce qui se passe, alors qu'avec un pie chart, on comprend pas ce qui se passe. Donc en général, quand j'ai des discussions avec des gens, ce qui m'arrive quand même assez fréquemment, je leur montre cette image, et je m'en sors pas mal, ça sert. Donc voilà, dans un cas, en fait, l'œil humain il n'est pas trop capable de distinguer les angles, alors que par contre, l'œil humain est complètement capable de comparer des hauteurs de barre. On en voit même, si je peux me permettre, qui augmente la taille du camembert pour visualiser l'évolution du total. Ouais, ça c'est fort aussi. C'est encore plus au-dessus. En fait, il n'y a rien de pire que les camemberts, il y a les compositions avec les camemberts. Ah oui. Il y a les cartes avec les camemberts. Les cartes avec les camemberts en 3D, les camemberts explosés, les camemberts en 3D exposés sur des cartes. Ouais, on doit pouvoir trouver. Des camemberts dans les parts de camembert. Ouais, des camemberts dans les parts de camembert. Il y a un site web qui s'appelle... je sais pas si c'est de là que ça vient. Voilà, c'est ça. Il y a un site web qui s'appelle What the Fuck Visualizations, et qui est franchement pas mal. Donc si vous voulez des perles dans ce genre-là, toutes les semaines, il en met un ou deux. Et ça vaut vraiment le détour. Et en fait, c'est vraiment une bonne manière d'apprendre à faire de la data vis, parce que ça permet de voir des choses, des belles choses, je conseille. Mais pour faire le calcul sur l'image d'après, là, avec un jeu de données différent, il y aurait plus de données écrasantes par rapport à d'autres, le camembert pourrait quand même être visible. Voilà. Donc en fait, c'est là la discussion. Pour moi, un camembert tout simple, avec 3 groupes, où il y a un groupe qui est à 90% et 2 groupes qui sont à 5%. Bon, bah, si quelqu'un fait un camembert, pourquoi pas, je vais pas lui en vouloir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ils sont super habitués à voir des camemberts. Donc dans la rue, si on interroge quelqu'un, le camembert, c'est ce qu'il va comprendre le plus rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Bah j'en sais rien, peut-être que les gens ils aiment bien manger, alors ils ont l'impression de voir un gâteau, ça leur plaît. C'est aussi un des plus vieux... il y a eu des camemberts très très vieux, Minard en a fait, il avait super... Oui, puis c'est bien qu'on coupe des tartes depuis des générations. Hein. Et quand on apprend à des enfants les proportions, il me semble bien qu'on donne l'exemple du gâteau en permanence. Donc ça peut être... voilà, je sais pas ce que... Je pense que c'est toujours, depuis longtemps, le premier choix sous Excel, donc malheureusement... Excel, voilà. Excel, champion du camembert 3D. Par contre, moi je trouve que ça peut avoir un intérêt, quelquefois comme sélecteur. C'est-à-dire que quand tu as de l'interactivité, tu mets un camembert, tu vais sélectionner là, tu appuies sur là, et tes graphiques vont se transformer. Ça peut être une manière un peu différente de faire une sélection. Pourquoi pas. Après, globalement, le mieux c'est quand même de les éviter, parce que si vous les évitez pas, il y a forcément quelqu'un qui va vous dire vous avez un camembert, c'est nul, je sais pas de quoi tu parles. Alors systématiquement quoi. Et du coup, au niveau de l'eye-catching, le camembert c'est pas mal, parce que c'est quelque chose d'assez simple à lire. Si on doit faire un truc dans la rue, ce sera plutôt un camembert. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Après, les bar charts, les gens ils les comprennent quand même assez bien. Mais donc voilà, pour moi, si vous avez 3 valeurs, que ce qu'il y a à voir c'est évident, pourquoi pas. Mais dans tout autre cas, non. Et c'est pour ça qu'il y a plein de discussions là-dessus en fait, quoi. Et moi j'ai plein de commentaires, il y a quelques commentaires sur le site de gens qui s'énervent, qui disent... Moi les bar charts, j'aimais plutôt à l'horizontale. Ah, ça dépend. Ouais. Ça dépend, mais les deux se tiennent. Ouais, mais c'était la remarque de Christophe. Là, si tu les mets les 3 à l'horizontale, tu peux plus comparer l'évolution de la barre violette, par exemple, ou de la barre. Ah bah si je suis l'horizontale, tu peux les mettre les uns sous les autres. Ah si, à l'horizontale, il faut imaginer une translation 90 degrés. Mais l'intérêt, c'est que si jamais tu as pas ABC, mais Jean-Claude Van Damme, machin, tu les mets de biais, quand tu les mets en horizontale, t'es tranquille. Ah, quand les labels sont, tu veux dire. Ouais. Je crois qu'il y a un exemple là-dessus. Ok. Ouais, bah alors ça c'est un exemple que j'aime bien aussi. Ça c'est 30%, et ça c'est 35%. C'est la fameuse photo de Steve Jobs qui présente les résultats d'Apple avec un camembert. Ah ouais. Ah, génial. Ah, faudrait que je la rajoute alors. Ouais, elle est connue celle-là, on la trouve partout. Ok. Voilà. Ça c'est un lollipop. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait être mieux sur ce graphique? Ok, bon voilà, super. Donc en fait, ça vous paraît tous évident, mais je pense que c'est le truc que j'ai le plus répété à des collègues quand ils viennent me voir avec leur graphique. C'est juste quand un bar chart, un lollipop, vous leur donnez. Quand on leur donne, on arrive très bien à comprendre qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Alors que dans ce cas-là, si je dois vous demander de faire le classement des 5 premiers, ça va être très compliqué, ça va prendre un moment. Ça dépend un peu du message, parce que si tu veux montrer que la Chine est étonnamment
premier, c'est de montrer comment certains pays de telles caractéristiques sont différents les uns des autres, tu as peut-être intérêt à les mettre à côté. Je suis pas trop d'accord, je pense que si la Chine était tout en premier, enfin là c'est les armes, donc c'est plutôt les États-Unis en premier et la Chine juste derrière, même s'ils sont premier et deuxième, on va complètement voir qu'ils sont différents. Peut-être même plus, vu qu'ils sont juste à côté, ça va être plus facile de comparer la taille. Alors que si tu en mets un à un bout et l'autre à l'autre, c'est presque un peu plus difficile de les aligner, de les comparer. Je pense que ça justifie pas de ne pas leur donner. Ce qui peut justifier de leur donner, par contre, c'est quand on a des noms qui sont ordonnés. Une autre information qui est par exemple les pays par continent. Ah, alors là on rajoute une information. Et là du coup, si tu veux montrer que tel groupe de pays est différent de tel continent est différent d'un autre continent, parce que là tu n'as pas intérêt à les ordonner. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est les diviser par continent et les ordonner à l'intérieur de chaque continent. Et là, ça va permettre de comparer deux choses, les continents entre eux et l'ordre intracontinent. Mais dans ce cas-là, on va quand même faire attention à l'ordre. Mais c'est une bonne remarque, je suis complètement d'accord. Alors, c'est une question parce qu'on en parlait avec Alain tout à l'heure. Est-ce que sur l'échelle bit, une échelle logarithmique pourrait avoir du sens si on voulait avoir un peu de détails sur tous les qui sont les uns à côté des autres là? Parce qu'en fait, tu as des valeurs qui sont très très fortes et puis tout le reste, c'est tout petit. Alors, moi je pense que ça peut complètement avoir du sens, ça dépend quelle est la question. Si la question c'est à quel point les États-Unis et la Russie sont au-dessus du lot en termes de vente d'armes, là ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, si la question c'est quel est le classement dans les petits pays, là ça a complètement du sens parce qu'effectivement ça va permettre de zoomer sur les petits pays, de comprendre plus en détail ce qui se passe. Donc là, pour moi c'est la question qu'on se pose qui va laisser. Okay. Mais oui, l'échelle log pour moi a complètement du sens dans certains cas. Complètement d'accord avec ça. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça c'est un grand classique aussi. Donc ça c'est un boxplot. Est-ce que si on vous donne ça comme rendu, est-ce que vous trouvez ça bien ou est-ce que vous trouvez que ça a des limites et s'il y a des limites, quelles sont-elles? J'ai toujours du mal avec ce genre de... Ah ouais, il faut être habitué. Ok. Donc là c'est plus un problème d'interprétation alors qu'un défaut. Le plot est plus interprétable, enfin est plus... Ok. Ouais, je crois. Enfin, c'est une question d'habitude, je pense. Bah là tu as 5 valeurs par catégorie. 5 valeurs. Mais par contre tu ne vois pas les effectifs. Ouais, c'est ça. C'est des boîtes. Ok, on voit pas les effectifs. Super réponse. C'est des boîtes noires. Enfin, jaune, rouge. Bon, les couleurs, il faudrait voir le contexte si ça a un sens ou pas. Je suis d'accord, les couleurs sont discutables. C'est pas ça que je veux mettre en avant, mais je suis d'accord que les couleurs ça va rien. Il y a plus de titres. Ouais, je suis d'accord aussi. Non, qui sont pas ordonnés non plus. Mais c'est pas ordonné non plus. Mais ça, à la limite, c'est A, B, C, D. Donc quand l'axe a un ordre, ça peut se tenir de garder l'ordre. On pourrait les mettre en horizontal. Ouais, ce serait possible. Ouais, en fait, ce que je veux mettre en avant là, c'est qu'on peut vraiment tricher avec un boxplot. Donc en fait, il y a ce que vous avez dit, on ne sait pas l'interpréter. Mais ça, à la limite, on peut comprendre médiane, quartile, outliers, ça s'apprend, et ensuite on sait le lire, et c'est cool. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que derrière un boxplot, je ne sais pas ce qui se passe. Donc en fait, là, je vais vous montrer ce qui se passe derrière le boxplot. Ici, on a une dizaine de données. Ici, on a 500 points. Et le boxplot, il ressemble à peu près à la même chose, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne connaît pas la distribution des points qu'il y a derrière. Donc en fait, là, on a une distribution bimodale. On a plein de points ici, pas de points entre les deux. Donc en fait, si vous faites juste un boxplot quand vous explorez vos données, vous prenez le risque de passer à côté d'un message énorme. Si demain vous êtes data analyst, qu'on vous donne un jeu de données et que vous ne voyez pas ça, vous avez vraiment manqué à votre devoir, quoi. Vous avez vraiment loupé quelque chose dans les données. Donc en fait, quand vous faites un boxplot, ça va jamais. Il faut toujours aller vérifier ce qui se passe derrière. Donc en fait, moi ce que j'aime bien, c'est soit faire un boxplot avec ce qu'on appelle du jitter. Donc en fait là, tous les points, ils sont B. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute aléatoirement une distance vers la gauche ou vers la droite pour qu'ils ne soient pas tous superposés les uns contre les autres. Ça s'appelle faire du jitter. Donc ça, c'est une solution. Et une deuxième solution, c'est de faire un violin plot. Donc en fait, ce qui est bien avec le violin plot, c'est qu'on voit la distribution des données. Donc en fait, un violin plot, c'est deux density plots collés les uns contre les autres. Vous me suivez? Ouais. Donc là, on voit très bien que la distribution est bimodale, et là, on voit très bien qu'il y a très peu de variations, là-bas, il y en a beaucoup, etc. Et quelque chose qui est important à faire avec le violin plot, c'est de mettre les effectifs sur l'axe X. Parce que sur violin plot, on ne voit toujours pas les effectifs. D'accord? Mais tu pourrais mettre du jitter aussi. Et on pourrait rajouter du jitter, on peut composer en fait, quoi. Donc en fait, quand vous voyez un boxplot, gardez deux choses en tête.
Je connais pas la distribution des points et je connais pas les objectifs. Donc ça se trouve au moment où on essaie de ma barre. Sauf qu'on voit 2 fois le même écart dans le bloc, il y a un petit biais, en fait, comme il est symétrique, on a 2 fois la même information à droite et à gauche. Et qu'est-ce que voit l'œil? Il voit la somme des deux, non? Ouais, il voit la surface. Il voit la surface, c'est pas la. Parce qu'en fait, il y a un petit biais. On a l'impression que le jaune il est très très grand intuitivement. Et c'est là où il y a le moins de points en fait. Ah non, c'est qu'il y a plus de points. Ah, c'est une remarque intéressante, ouais. C'est une remarque intéressante. Alors il y a un type de graphique dont je connais pas le nom qui fait en fait un violin plot d'un côté et un jitter de l'autre côté. Une composition entre les deux quoi. En fait on peut tout composer ensemble. Parce qu'en fait comme on fait des densités, l'air d'un côté doit faire ouais. Partout, quel que soit le nombre de points. Et du coup comme c'est serré, ça va faire un truc très large. Et ça effectivement si on ne sait pas bien interpréter, ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur et donc d'autant plus important de mettre les effectifs en dessous avec des distributions qui sont alignées ou décalées sur un même axe, à mon avis, sont supérieures à ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est ça. Ouais. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que si là j'ai 250 000 points, ça va plus passer. Alors que par contre, le violin plot, même avec 250 000 points, il va passer. Donc en fait, pour ce que je dis souvent, c'est si vous avez vraiment énormément de données, vous partez sur du violin plot. Si vous avez un nombre de données que vous avez encore à palper, alors passez sur un box plot avec jitter. J'ai l'impression qu'on est un peu à la limite entre de l'exploratoire et de l'explicatif. Celui d'avant, là. Celui-là, il est compliqué à présenter. Celui-là ? Ouais. Ça peut être exploratoire et explicatif. Si tu connais, il y a un peu frontière entre les deux. Quoi. Je dirais que ça dépend à qui on parle. Oui, c'est vrai. Et aussi parce que parfois les box plots sont utilisés pour représenter autre chose. Par exemple, un coefficient avec un intervalle de confiance. Et du coup. Alors, non, ça c'est pas un box plot, ça peut pas être, c'est forcément plusieurs points dessous. Là, ça pourrait peut-être mériter d'être dans le Westlock. Bah en fait c'est pas. Mais on voit le ratio ou le coef. Alors ça serait plutôt un bar plot avec un intervalle de confiance autour. Et mais aussi parfois avec des barres pour montrer avec un intervalle de confiance qu'on peut à 95%, mais 90%. D'accord. En fait, j'ai déjà vu ça dans une publication scientifique, je suis sûre, qui représentait en fait une distribution en quartile, bref, mais une sortie de modèle de rotation. Ok. J'aimerais bien la lire, comme ça je la mettrai dans la liste. Mais je suis moins sûre que ce soit faux, c'est pas terrible non plus, mais il n'y a pas le problème de. Non, je vois le type de graphique que tu veux dire, c'est-à-dire que tu as, dans un modèle de régression, tu as une estimation du coefficient, tu as la valeur du coefficient, et tu as autour l'intervalle de confiance, et tu représentes chaque coefficient, donc avec un point, et autour une petite barre qui te montre l'intervalle de confiance. Donc qui est issu d'un calcul qui vient de plein de points. Mais donc là, tu résumes l'information en 3 points, la valeur du coefficient, et globalement, un écart type, 1,16 fois l'écart type, qui te montre en fait la précision avec le calcul. Et c'est pas tout à fait la même chose que ces boîtes, qui sont vraiment des boîtes qui contiennent des données, qui sont vraiment estimées, qui sont l'écart type d'une distribution, il n'y a pas d'estimation. Oui, mais comme au début, il y a des gens. Ça ressemble, ça peut ressembler. Vous n'avez pas montré, on aurait pu dire, là finalement, ce qu'il a montré, c'est ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas de légende. Et ça passait, il n'y a pas de légende parce qu'en fait il y a une convention que certaines personnes connaissent. C'est le mot convention qui est important. Sur exactement ce que veut dire chaque barre. Et donc on en revient à la littératie. Oui, puis t'as les points aberrants, là tu te demandes pourquoi il y a des points sur l'un, pas sur l'autre. Dans l'entreprise normale, le seul endroit où le box plot est compris, c'est le manufacturing, les ingénieurs de production. Le niveau management sont totalement ignorants de ce type de représentation. Je suis complètement d'accord. Mais rare fois où j'ai cherché à représenter l'intérêt de ça pour protéger pas la dispersion de vent ou différents trucs, bit total. Alors en fait, il y a un truc que tu peux aussi faire, c'est quand tu as ça, c'est que tu enlèves les boîtes, tu gardes toute la médiane et tu laisses tous les points. Et en fait, finalement, tu vas avoir presque la boîte qui va se dessiner juste avec les points. C'est un truc, alors pas quand tu as 3 points. Ouais, non, mais quand tu as 3 points, c'est vrai que c'est embêtant de le représenter avec 5 valeurs dans une boîte. Ce qui est un peu le cas. Et on a un exemple qui va revenir, qui va être un peu lié avec la discussion qu'on est en train d'avoir sur les intervalles de confiance. Et quand tu as 250 000 points, si tu mets de la transparence une nouvelle fois, le jitter, il va te montrer où sont les densités de points.
Je pense que la transparence a ses limites et qu'à 250 000 on atteint clairement les limites. Non mais après... 250 000, mais des milliers, ouais. Des milliers, tu peux. Déjà, gratuitement, 250 000. Non, les millions, ça va pas les écrans, ils marchent pas. Et le problème de ça, c'est que les employeurs, on va plus les voir. C'est vrai. Très juste. C'est vrai. Très bonne remarque. Ouais, mais les avaloirs sur les distributions ne sont pas normales, ça n'a pas de sens non plus. Donc il y a toute une logique d'analyse derrière qu'il faut rajouter. Ça n'a pas de sens pour les noms, quand on a d'ailleurs on a envie de savoir qu'il est là, même s'il n'a pas de sens pour pouvoir le repérer. Quoi. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que là, tu vois, les outliers qui sont des vrais points, ils sont en foncé. Oui, parce qu'ils peuvent partir de potentiellement, s'ils sont en dehors des boîtes, on va quand même les voir. Mais, et alors là, par contre, pour aller expliquer à un client qu'il y a un point qui est noir, mais qu'il n'y a pas l'autre point, parce qu'en transparence, il n'y est pas. On en prend des discussions qu'il ne faut pas avoir avec ses clients. C'est ça. Trop compliqué. C'est autre chose. Formulé en camembert. Alors, celui-là, un exemple assez classique aussi. Donc là, on regarde la popularité des noms de bébés. Donc en gros, l'évolution du nom Patricia aux États-Unis dans ces 100 dernières années. Pardon ? La population change aussi dans les nombres. Donc ce serait plutôt une proportion qu'il faudrait regarder, c'est ça ? Ouais, c'est vrai. Bon, moi j'aimerais bien des spots multiples, ça serait cool. Ok. Et alors pourquoi ? Tu laisses tout en gris, et puis juste le prénom. Mais pourquoi est-ce que ce serait mieux que ce qu'on a là à l'heure actuelle quoi ? Moi j'arrive pas à lire. T'as du mal à différencier. Moi je suis incapable, je vois que dalle là. Voilà. Moi, je vois rien. En fait, très simplement marquer les noms sur les comptes. Ok, donc c'est tout bon, c'est ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un spaghetti chart. C'est-à-dire que c'est difficile de suivre une ligne, parce que c'est un peu comme des spaghettis, ça s'en mêle. Et la deuxième chose qui va pas, c'est que là, quand j'ai une courbe pour savoir de quel nombre il s'agit, c'est compliqué, il faut faire des allers-retours, je me suis perdu, en gros, j'arrive rien à déduire quoi. Donc il y a deux choses à faire. Si on part sur un graphique dans ce genre-là, les légendes, il vaut mieux les mettre collées à la ligne. Donc je vais écrire Patricia ici. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le message est compliqué comme ça va pas, il vaut mieux se séparer en faisant effectivement ce dont on parlait avec les small multiples. Ou tu peux en mettre, si tu as l'interactivité, ce que tu n'as pas là évidemment, puisque tu peux en mettre un qui est d'une certaine couleur et tout le reste en gris. Ou un bloc chart. Alors, pardon ? Ou un bloc chart qui montre le classement, l'évolution du classement dans le temps. Ah ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc là, je représente un peu ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que selon la question, si la question c'est juste comment évoluer le nom de Patricia, ce que je peux faire c'est mettre toutes les courbes en grise et mettre juste Patricia en vert. Et comme ça, je vois comment Patricia a évolué. C'est Amanda, mais on s'en fout. Et mettre une annotation dessus pour que le message soit bien clair et que les gens en 2 secondes puissent comprendre de quoi il s'agit. Ça c'est l'option 1. Si par contre on ne s'intéresse pas juste à Patricia mais à tout le monde, on peut utiliser la technique des small multiples, donc des petits multiples. Et du coup on met chaque individu dans une petite case et on voit comment est distribué, comment évolue cet individu. Et on peut même faire une composition entre les deux, parce que des fois ce qui nous intéresse c'est l'évolution d'un individu par rapport à tous les autres. Donc en fait il y a aussi une technique où on met tout le monde en gris et la seule qu'on met en vert c'est le nom de la petite case. D'accord, une composition entre les deux. Multiplié par autant de... Voilà. Et moi c'est quelque chose que je trouve fantastique en fait en DataVis, c'est que là je présente une quarantaine de types de données dans DataVis, mais ce qu'on peut faire c'est toujours faire des compositions entre les types de données et du coup on a un nombre de possibilités qui est infini et ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette science, quoi. C'est qu'il faut toujours avoir de la créativité, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours innover. Pour ça, il y a un site qui est vachement bien qui s'appelle Xenographics, qui montre des graphiques qui n'existent pas ou qui sont des combinaisons d'autres graphiques et pour stimuler sa créativité, c'est pas mal. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais... Je connais pas. Ah ouais ? Je connais pas. Si, c'est le mec en Belgique là, qui l'a fait, Martin Lambrecht. Ah oui, qui les collecte. Quelle heure il est là ? On est à la bourre ou pas ? Ouais, t'as encore 5 minutes, mais les pizzas sont à côté si ça. Ok, ben alors, je vais passer celui-là. Bon voilà, ça c'est un que j'ai vu sur Twitter passer l'autre jour, je trouvais ça pas mal. Donc de la pub pour Macron avec un 34% qui est pas gros du tout, et un 3%, 14% qui est juste énorme. En fait, c'est juste pour illustrer le fait que des erreurs dans les graphiques et des gens qui essaient de vous tromper, c'est pas une légende, quoi. On fait pas juste de la DataVis pour faire la DataVis. Ça, tu l'as pas inventé, c'est vraiment quelque chose qui arrive tous les jours, quoi. C'est pas moi, hein, Donc, du coup, le gars, il s'appelle Nicolas Boeuf et il s'est amusé à faire la correction. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez la différence, mais
on est clairement dans du bullshit. Voilà. Donc, je trouve, voilà, moi j'adore sur internet voir des gens qui récoltent un peu, comme sur What the Fuck Visualisation, qui récoltent les problèmes de la vie de tous les jours, et je trouve ça génial. Je passe un peu plus vite, hein, vu qu'il y a plus de temps. Ça, c'est très proche de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les publics scientifiques. Un bar plot avec un intervalle de confiance. Et en fait, il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que souvent les gens disent pas s'ils ont fait de la standard deviation, de la standard error ou de la confidence interval. Et vous voyez qu'en fait, selon le type de calcul, les barres de confiance sont pas du tout la même taille. Donc en fait, selon ce qu'on est en train de montrer, en mettant l'un ou l'autre et sans le dire, on peut montrer des choses différentes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que derrière un bar chart avec intervalle de confiance, il y a souvent des données. Et une fois de plus, si on ne montre pas ces données, on peut passer à côté d'une distribution bimodale, on peut passer à côté d'effectifs qui sont très différents, etc. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Blockspot tout à l'heure. En fait, la règle, c'est quand on a des données, on montre les données, on essaie de pas trop les agréger, de pas trop les masquer. Ouais, ça c'est pas mal aussi. En gros, on a une quantité qui est représentée par un cercle, et là on a ce cercle qui est énorme pour 14, et qui devient tout petit pour 5. Donc en fait, je sais pas si vous voyez où est l'erreur, mais ce qui se passe, c'est que là en fait, c'est le rayon du cercle qui est 3 fois plus grand, et donc du coup, le cercle apparaît plus que 3 fois plus grand, parce que l'area du cercle, c'est Pierre Carré, et donc du coup, en fait, on biaise complètement l'information. Et donc là, une fois de plus, le gars s'est amusé à faire la correction. Et en fait, quand on corrige, on a quelque chose de pas flagrant comme évolution, alors que quand on ne corrige pas, on peut tromper les gens assez facilement. Et les gens, quand ils regardent les infos, ils voient « Ah, gros cercle, super, l'économie américaine va bien », quoi. Ils se posent pas plus de questions. La question, c'est de savoir est-ce que c'est volontaire ou c'est simplement parce qu'ils n'ont pas fait gaffe. Ouais, c'est volontaire parce que tu le vois quand même. Ça paraît pas mal volontaire quand même. Mais dans tous les cas, c'est inexcusable. Enfin, de toute façon, c'est pas volontaire. Ça dépend si c'était un stagiaire ou si c'était... Ouais, bon après sur des grands sites de news. Ah ouais, alors un des champions des mauvaises visualisations de données, le champion international, c'est Fox News. C'est la télé de Trump, ça peut pas. Donc du coup, ça c'est un grand classique des questions de data vis aussi. Est-ce qu'on coupe l'axe des Y ou pas? Et donc du coup, là en gros, le nombre de personnes qu'on a attrapées à la frontière, voilà, c'est devenu énorme. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que l'axe il commence à 155 000. Donc du coup c'est pas mal trompeur. Je vais vite, hein, vu qu'il n'y a plus de temps, si ça vous intéresse, ils sont tous sur le site web, donc vous pouvez aller voir. Voilà, même idée, le problème c'est que sur les line charts c'est moins évident. Bon tant pis, je passe celui-là. Voilà, donc tout ça pour dire que Data2Viz, il y a aussi cette galerie d'erreurs. Je vous la montre très vite fait. Et en fait je crois que ça c'est la partie du site qui a le mieux marché, qui a été le plus partagé, le plus commenté, etc. C'est la collection d'erreurs. Voilà. Caveat, ça veut dire erreur, danger, piège. Ouais, piège. Ouais. Voilà, piège à éviter. Et donc vous en avez toute une ribambelle. Donc à chaque fois il y a un petit logo qui explique en 2 secondes de quoi il s'agit, et quand vous cliquez dessus, et quand vous cliquez dessus, vous avez des détails sur de quoi il s'agit exactement. La plupart, c'est moi qui les ai rédigés. Et des fois, quand je trouvais un blog qui vraiment expliquait bien quel était le problème, je le liais directement vers le blog. Et notamment le blog de Data Wrapper qui est juste fantastique. Donc il y a quelques cartes qui sont liées directement vers chez eux, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller explorer. En une demi-heure de lecture, vous les aurez quasiment toutes vues et vous aurez les erreurs les plus classiques de la DataVis qu'il vaut mieux éviter. Je peux te demander après la quantité de travail que ça représente d'avoir fait tout ce site web à peu près. Bon. C'est énorme. Ouais, c'est des nuits de boulot. Ouais. Combien tu dis? Je sais pas, des nuits, des jours. Ouais, d'accord. Après, c'est un truc que je fais sur le long terme, quoi. Mais ouais, avant User l'année dernière, j'ai passé quelques nuits. Ouais. Ça, c'est un projet que j'ai commencé en octobre ou novembre et que j'ai fini en juin. Mais sachant qu'au début, j'étais tranquille, quoi. Après, moi, j'ai un boulot à côté, hein, c'est pas mon métier, ça. Hein. Ouais. Ça, c'est un truc que je fais à côté du boulot, quoi. Donc, je suis pas à plein temps dessus. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le maintenir, tu cherches des sponsors, des choses comme ça, ou c'est juste comme ça pour le stand? Alors, ouais, en fait, j'ai quand même des sponsors sur les sites web, donc ça rapporte un tout petit peu d'argent. Mais je pense que c'est le truc le moins rentable que je ferai de toute ma vie, quoi. Clairement, en termes d'heures passées par rapport à ça. C'est les posters que tu vends par millions. Ah voilà, ouais. Des milliards de posters. Et je me rends compte qu'en fait, je vous ai pas montré. C'est dommage, en fait, j'ai trop parlé.
Très vite, il y a plein d'outils qui permettent de faire de la visualisation de données. Et moi, mes préférés, c'est R, Python et D3, parce que je crois à la programmation et je crois pas trop au clic-bouton, pour des questions de reproductibilité, pour des questions d'efficacité, etc. On a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait 3 sites web qui permettent d'avoir les codes pour pouvoir faire ces graphiques. Et il y en a quand même, je voudrais quand même vous en montrer un vite fait, parce que je pense que c'est des outils qui peuvent vraiment servir. Donc ces 3 sites web, ils s'appellent D3 Graph Gallery, R Graph Gallery et Python Graph Gallery. C'est très original. Et donc à chaque fois, ça se présente comme ça. Vous reconnaissez les icônes. Allez, petit. Et donc si vous êtes intéressé par un bubble chart et que vous voulez apprendre comment faire un bubble chart en D3, vous cliquez dessus. Vous avez une liste d'exemples. Et donc là, ça commence toujours par un step by step. Donc en gros, j'essaie de faire le bubble chart le plus simple qu'on puisse faire. Et après, petit à petit, je l'améliore. Pour bien comprendre quelles sont les étapes et bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour apprendre à programmer, quoi. Et donc si je vais voir mon bubble chart basique, je clique dessus. Et là, j'ai mon bubble chart qui apparaît là. J'ai le code à côté. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand on descend, le code il descend et par contre le chart il reste là. Et c'est interactif pour la partie D3. Donc si je change un truc là, et que je mets 9 à la place de 0, bah, je vois ce qui se passe sur le graphique. Bon là en l'occurrence ça casse tout, mais voilà. Si je mets l'échelle à 900, maintenant j'ai l'échelle à 900. Donc en fait pour chaque ligne de code, on peut bien comprendre quelle ligne le code contrôle quoi. Et ça permet d'apprendre à développer et après de récupérer cet exemple pour ses propres données. Et je mets toujours d'autres exemples dans la littérature qui sont reliés, qui permettent d'aller plus loin. Donc voilà, ça c'est D3 Gallery, vous avez la même chose en R, la même chose en Python. Donc en fait c'est des milliers de graphiques, des milliers d'exemples de graphiques qu'il y a en ligne. Et normalement, avec un peu de chance, vous en trouvez forcément un qui correspond à ce que vous voulez faire avec vos données, quoi. Voilà une parenthèse que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Donc voilà. Ouais, quelque chose que je veux redire, même si je l'ai déjà dit, c'est qu'en fait, tous les sites web ils sont open source, tous les codes sont sur GitHub. Et moi, j'aime vraiment avoir des retours des gens qui me disent voilà, il y a un bug à tel endroit, est-ce que tu peux le corriger? Ou j'ai fait un nouveau type de graphique, est-ce que tu veux l'ajouter? Ce genre de choses. Enfin, mon but, c'est vraiment voilà, d'interagir avec la communauté et que les gens m'aident à faire avancer les sites, autant que moi, j'aide les gens à avancer dans leur travail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des feedbacks ou quoi que ce soit, à m'envoyer un mail en me proposant quelque chose quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur Twitter, je m'appelle RGraph Gallery, donc si vous voulez entendre parler de DataVis, je suis pas très bon en réseau social, c'est pas ma spécialité, mais de temps en temps, quand il y a vraiment quelque chose qui me plaît, je le partage. Tous mes talks, donc ce talk-là, il est sur GitHub. En fait, moi, tout ce que je fais, il n'y a pas une minute que je passe au boulot et qui finit pas sur GitHub. Enfin non, en fait, c'est pas vrai maintenant. En fait, si, c'est sur GitHub, mais c'est privé, donc ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est mon adresse email. J'ai un site web perso si vous voulez savoir un petit peu plus ce que je fais quand je fais pas des sites web. Voilà, et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que maintenant je travaille pour une entreprise qui s'appelle Datadog. Datadog, c'est une entreprise qui fait ce qu'on appelle du cloud monitoring. Donc en gros, on récupère les données de serveurs de dizaines de milliers d'entreprises et on produit un dashboard qui permet de comprendre rapidement ce qui se passe sur le serveur de nos clients. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour expliquer qu'on fait de la data vis à très haut niveau avec des quantités de données incroyables. C'est une entreprise qui est américaine, qui va super bien, qui est en très bonne santé financière, qui recrute énormément. En gros, c'est vraiment une entreprise qui vaut le coup de travailler. Donc si vous savez faire du JavaScript, si vous êtes intéressé par la data vis ou par la data science de manière générale, l'entreprise recrute énormément. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, c'est impressionnant, c'est quelque chose comme 20 personnes par semaine. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir me voir, je peux vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et si vous voulez candidater, je peux vous aider à appeler la bonne personne. Ils sont pas sur Montpellier, ces gens-là. Est-ce que c'est un concurrent de Elasticsearch? Non, on utilise Elasticsearch, mais on n'est pas du tout des concurrents. C'est un cran dessus. Ouais. Et très bonne remarque, en fait c'est une boîte qui est américaine avec une antenne à Paris, mais moi je travaille à Montpellier de chez moi. Donc c'est vraiment les boîtes un peu nouvelle génération qui sont très ouvertes au remote. Donc je crois qu'il y a un dixième de la boîte qui est en remote partout dans le monde. Donc vous pouvez rester à Toulouse. Vous faites du real-time monitoring? On fait du real-time monitoring, ouais. On fait ça, plein de choses. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quoi que ce soit d'autre dont vous voulez discuter, quoi. C'est toujours avec plaisir de parler de DataVis. Bravo.